Bonjour et bienvenue. Dans cette session, nous allons parler des trous noirs supermassifs qui se trouvent au centre des galaxies. Qu'est-ce qu'un trou noir? La définition la plus simple d'un trou noir est une région de l'espace-temps d'où la gravité empêche toute chose, y compris les photons, de s'échapper. La théorie de la relativité générale prédit qu'au-delà d'un certain rapport entre sa masse et son rayon, cette masse déformera suffisamment l'espace-temps pour former un trou noir. À distance suffisante de son horizon, un trou noir se comporte comme n'importe quel autre astre massif. Comme la plupart des astres, la taille d'un trou noir croît avec sa masse. Si nous définissons le rayon d'un trou noir par son horizon, ce que nous appelons le rayon de Schwarzschild, et qui est dénoté ici, ce rayon est bien proportionnel à la masse, comme le montre l'équation qui t'entoure ici. La relativité générale d'Einstein nous dit que tout corps ayant une masse déforme l'espace-temps autour de lui. Un corps plus dense, ce qui veut dire plus de masse dans moins de volume, va produire une déformation plus importante. Un trou noir est un point de densité infinie qui courbe l'espace-temps de telle manière à ce que rien ne puisse échapper de son champ gravitationnel. Nous avons ici en haut à droite une représentation de cette déformation de l'espace à deux dimensions, une sorte de toile ou de matelas. Vous avez peut-être l'habitude de voir des représentations des trous noirs en 2D, du genre matelas ou toile élastique tendue. Celles-ci ne sont bien sûr pas correctes, puisque l'univers est au moins à 3 dimensions. La déformation devrait donc plutôt ressembler à ceci. Ces représentations en 3D créées par Luca Vieira Barbosa, vous pouvez d'ailleurs consulter son site, sont plus proches de la réalité que celles en 2D, de type matelas ou toile élastique. Et effectivement, comme vous pouvez le voir dans l'animation de droite, une masse se déplaçant dans l'espace-temps va le déformer autour d'elle dans toutes les dimensions. Les trous noirs peuvent être classés en fonction de leur masse. Dans le tableau, vous avez à gauche le type de trou noir, au centre la masse du trou noir et dans la colonne de droite le rayon du trou noir. Par exemple, un trou noir stellaire a une masse d'environ 10 masses solaires et un rayon de 30 km. Par définition, la détection des trous noirs ne peut être réalisée par l'observation d'une quelconque émission de lumière provenant directement du trou noir, à cause de sa nature. Les astrophysiciens doivent donc utiliser des méthodes de détection indirectes, c'est-à-dire par les effets induits par les trous noirs sur les objets dans leur environnement. Nous nous intéressons ici à la dernière classe, la dernière ligne du tableau, les trous noirs supermassifs qui se trouvent au centre des galaxies. Les trous noirs sont très troublants et aussi très attractifs. Ils font d'ailleurs souvent la une de l'actualité. Un trou noir déjà formé va croître en taille et en masse en absorbant de la matière ou en accrétant un autre trou noir. Des trous noirs peuvent fusionner. L'expérience LIGO aux USA a détecté un événement dû à la fusion de deux trous noirs le 4 janvier 2017. Les deux trous noirs avaient une masse de 31 et 19 fois la masse du Soleil. Cette détection provient de la perturbation de l'espace-temps causée par la rotation, puis la fusion des deux trous noirs comme nous voyons ici. C'est le troisième événement de ce type détecté par LIGO. Dans cette vidéo de l'ESO, nous plongeons vers le centre de la Voie lactée où se trouve le trou noir supermassif. Cette région se trouve dans la constellation du Sagittaire et à proximité de celle du Scorpion comme nous pouvons le voir ici. Nous retrouvons les nuages de poussière dans le disque de la galaxie. Nous entrons ensuite dans le bulbe et nous nous enfonçons dans la zone centrale de la Voie lactée. C'est une zone difficile à explorer. Comme vous vous en souvenez sans doute, la densité stellaire est extrêmement importante. La masse stellaire centrale fait partie des régions les plus denses en étoiles que nous connaissons dans l'univers. À partir des grands télescopes au sol, comme le VLT, il est nécessaire de recourir à l'optique adaptative qui va déformer un miroir pour corriger des perturbations dues aux turbulences de l'atmosphère terrestre. Nous pouvons alors combiner la grande surface collectrice des télescopes de 10 mètres et une qualité d'image équivalente à celle de l'espace. Le carré qui apparaît maintenant est la zone sur laquelle nous allons concentrer notre attention. C'est celle où se trouve le trou noir central de la Voie lactée. La zone identifiée dans le précédent film est montrée ici approximativement. Ce que nous voyons sont des étoiles à proximité immédiate du trou noir. À droite, l'animation montre comment la position des étoiles évolue avec le temps en quelques années, de 1992 à 2005. C'est relativement rapide pour un phénomène astronomique.
L'échelle au départ est donnée par la petite barre et elle est de 10 jours-lumière. Nous zoomons ensuite pour mieux suivre l'orbite d'une étoile qui est appelée S2. C'est l'ellipse qui est notée dans la figure. Le trou noir est représenté par la petite croix au centre. À gauche maintenant, nous avons une représentation artistique en 3 dimensions de cette même région centrale. Les orbites des étoiles sont représentées par des trajectoires en bleu. Le film démarre en 2000 et va durer jusqu'en 2049. Nous pouvons voir que plusieurs étoiles orbitent autour du trou noir, Sagittarius A star, dont la position est également montrée. L'orbite de S2 est soulignée par l'ellipse en rouge. Sans l'optique adaptative, il n'aurait pas été possible d'obtenir des positions des étoiles. Mais à quoi peuvent servir de telles observations? C'est ce que nous allons voir un peu plus tard dans cette session. Pour vous donner un avant-goût, cela nous apporte des mesures qui vont nous permettre d'étudier le trou noir et, en particulier, d'estimer sa masse. La vidéo de gauche nous présente un flash de lumière détecté par le VLT en provenance du trou noir central. Cette vidéo d'artiste à droite nous montre le phénomène du 28 mars 2011 capturé par le télescope Swift de la NASA. Swift a détecté un flash intense en rayons X qui pourrait être causé par le trou noir central qui aurait dévoré une étoile. La moitié de la masse de l'étoile se retrouve dans un disque d'accrétion tournant autour du trou noir, ce qui va alimenter un jet de particules qui a été détecté à partir de la Terre. En utilisant la troisième loi de Kepler sur l'étoile S2, celle que nous avons notée précédemment, nous pouvons estimer la masse du trou noir central. Donc voici quelques données sur cette étoile S2. Sa masse, 15 masses solaires, sa période, 15,2 ans, son demi-grand axe, 5,5 jours-lumière, et d'autres informations intéressantes. Commençons par rappeler la loi de Kepler. Elle est donnée par cette équation. A3 sur T2 est égal à 4π2 sur Gm. A est le demi-grand axe de l'orbite, 5,5 jours-lumière. T est la période de révolution, 15,2 ans, et G la constante gravitationnelle, M étant la masse du trou noir. Lorsqu'on choisit comme unité les années pour le temps et les unités astronomiques, la distance Terre-Soleil pour les distances, les masses s'expriment en masse solaire. Et donc cette masse du trou noir est calculée ici, et vaut environ 3,72 10 puissance 6 masses solaires. 3,72 millions de masses solaires. Des estimations plus sophistiquées, qui a utilisé la cinématique et les orbites des étoiles, donnent la même chose. Donc c'est une bonne estimation de ce que l'on peut obtenir avec des observations et la loi de Kepler. Des nuages de gaz peuvent également tomber dans le trou noir central et viennent alimenter le trou noir qui va croître en masse et en taille. Nous avons encore ici une représentation d'artistes en 3D avec les étoiles et leurs orbites en bleu, et le nuage de gaz qui spirale autour du trou noir central. Lorsqu'il s'en approche, il est totalement difformé. Une partie de la masse du gaz va tomber dans le trou noir. En bas à gauche se trouvent les années, donc c'est quelque chose qui est relativement lent, donc de quelques années. En bas à droite, la taille, 10 jours-lumière. Donc ce genre de phénomène peut arriver et il est possible que l'on ait observé ceci avec nos télescopes. Un trou noir supermassif existe au centre de la Voie lactée. Mais des trous noirs supermassifs existent aussi dans d'autres galaxies. La confirmation à partir de mesures dynamiques de l'existence de trous noirs supermassifs n'a pu être menée à bien que pour un nombre très limité de galaxies. Mais des trous noirs supermassifs existent probablement dans la plupart des galaxies. Ce résultat provient de l'analyse de la masse des trous noirs en fonction de la dispersion de vitesse sigma de la galaxie, pour les galaxies dont un trou noir est confirmé. Vous avez cette figure à droite, donc avec en abscisse la dispersion de vitesse en km par seconde, et en ordonnée la masse du trou noir. Et nous trouvons une relativement bonne corrélation entre ces deux paramètres. Dans ce diagramme, la masse du trou noir est sur l'axe des Y, alors que la masse du bulbe est sur l'axe des X. Lorsque la masse du bulbe est petite, la galaxie ne contient pas de trou noir. Par contre, pour les galaxies les plus massives, en général les galaxies elliptiques, le trou noir peut atteindre 1 milliard de masses solaires. Les noyaux actifs de galaxies, que l'on appelle AGN, sont les sources de lumière les plus intenses dans l'univers. Et la source d'énergie de ces AGN est l'accrétion de matière par les trous noirs supermassifs. Voici ici représentée la structure typique d'un AGN, d'un noyau actif de galaxie. Au centre se trouve le trou noir supermassif,
SMBH, Supermassive Black Hole. Autour, en rouge rosé, le disque d'accrétion. Un petit peu plus à l'extérieur, des régions qui vont émettre des raies larges, en bleu clair. Et puis tout autour se trouve un tor, dont nous voyons ici que la section, qui est composée de gaz et de poussière. Au-dessus est représenté en vert des régions qui vont émettre des raies à raie étroite. Donc c'est tout ce système, cette structure, qui représente ce que l'on appelle un AGN. Vous avez la taille qui est représentée à gauche, et donc ceci possède évidemment des caractéristiques qui sont différentes selon que l'on regarde de la gauche, donc vers le tor, ou du haut directement vers le trou noir central. C'est terminé pour aujourd'hui. Merci pour votre attention.